Jimmy Barras, bonjour. Bonjour. Alors, à titre personnel, la dernière fois que vous avez fait une requête, une recherche sur Internet, sur un moteur de recherche, peu importe lequel, et que vous avez été véritablement déçu, vous n'avez pas trouvé ce que vous vouliez, malgré peut-être de nombre d'insistances, c'était quand? C'était pour quel type d'information? C'était il n'y a pas très longtemps, en fait, je souhaitais changer d'imprimante. J'avais mon imprimante qui venait de mourir après 7 ans de bons et loyaux services. Et Ah, je cherchais à... En fait, j'avais un stock de cartouches de cette imprimante. Et vous savez, le prix des cartouches, c'est ce qui est le plus cher hein, dans les imprimantes. Et je voulais retrouver une imprimante qui était compatible avec ces cartouches. Et ça m'a pris un temps fou, au point que je n'ai pas trouvé. Et qu'en fait, j'ai pris d'autres moyens pour trouver la solution finale. Donc voilà, remplacement d'une imprimante par une autre en essayant de garder les cartouches qu'on avait déjà stocké. Voilà. bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et par conséquent aussi sur le vôtre, Jimmy Barras, qui est tombé en panne d'imprimante il y a peu, mais qui est surtout vice-président de Yext, une société new-yorkaise créée en 2006 côté à Wall Street, dont l'ambition est de révolutionner, mieux même, de parfaire l'expérience de recherche sur le web, de la rendre la plus fiable et la plus pertinente possible pour les entreprises, notamment, on va en reparler. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, depuis 2006, de cette quête, j'allais dire, assez prometteuse, Jimmy Barras, entre 2006 et aujourd'hui? C'est une promesse quasiment universelle et très, très, très prometteuse. Comment est-ce que ça se passe? Bah, ça se passe bien, on progresse bien. On a construit une plateforme en fait à travers toutes ces années. Au début, on a démarré, on s'est focalisé sur la présence des points de vente physiques dans le monde digital. Vous savez, c'est ce qu'on trouve sur Google My Business, les cartes, les minimaps et ce genre de choses. Et puis petit à petit, on a rajouté la gestion des avis. On a rajouté aussi la gestion ce qu'on appelle les store locators ou les localisateurs de magasins. Vous savez, quand on va sur le site d'une marque et qu'on cherche un magasin. Et puis, depuis 3 ans, on a lancé un moteur de recherche sur le site basé sur de l'IA et sur du machine learning parce qu'on a estimé qu'il y avait quelque chose à faire dans ce domaine. Qu'est-ce qui pêche, Jimmy Barras, dans la recherche sur Internet, dans les erreurs, peut-être pas, je ne vais pas aller jusque dans les mensonges, mais disons dans les omissions qu'on peut avoir le plus souvent sur Internet. On cherche une info et c'est pas la bonne. C'est quel type d'info et pour quelle raison est-ce que c'est pas la bonne? Bah, le principal problème, c'est pas que l'info n'existe pas, c'est qu'elle est mal surfacée. C'est-à-dire qu'en fait, elle remonte mal auprès des moteurs de recherche. Et souvent, les marques ont cette information au sein de leur propre système d'information, mais ils ne savent pas comment l'extraire proprement, la structurer intelligemment pour la livrer aux moteurs de recherche pour qu'eux puissent la trouver quand vous, moi, en tant que consommateur, on pose cette question simplement au moteur de recherche. Voilà. Et comment est-ce qu'on extrait, vous avez fait le geste comme ça, comment est-ce qu'on fait remonter, là je visualise le moteur, c'est-à-dire de page en page, de la 12e à la première page, une info qu'un internaute cherche à l'instant T, et comment est-ce qu'on fait pour lui donner sur un plateau cette information qui est enfouie dans les milliards de data du web? Alors, il y a deux types de données, grosso modo, hein. Il y a la donnée qui est déjà structurée, mais qui existe sous une autre forme, base de données, ce genre de choses. Là, c'est assez facile d'aller la chercher. Et puis, il y a de la donnée qui existe. Ben, on a tous vécu hein, le manuel en ligne en PDF de 40 pages. Pourtant, il y a bien l'information à la page 12, chapitre 2, mais les moteurs n'arrivent pas bien à extraire cette information. Et c'est là où l'IA va rentrer en ligne de compte, va être capable d'analyser ces verbatims, ce texte, va être capable de comprendre quel est le sens derrière ces mots et va être capable d'extraire des morceaux d'information. Vous savez, sur Google, des fois, quand on pose une question, on a ce qu'on appelle des feature snippets. Vous savez, cette espèce de petits extraits de texte qui apparaissent. Ben, c'est ça, voilà. Ça, c'est un exemple de techno où on a été chercher dans un texte long, documentation, manuel, et on a été capable d'extraire. Nous, on fait ça, on automatise ça pour nos clients pour aller chercher cette information profonde et la faire resurfacer. Alors, les clients, justement, depuis 2006, sont des grosses entreprises. Le bonheur qu'ils trouvent chez vous, c'est quoi? Qu'est-ce que vous leur avez promis au début et qu'est-ce que vous continuez à leur promettre, si tant est que vos premiers clients en 2006 sont toujours chez vous aujourd'hui, etc., etc. Alors, on a la chance d'avoir des clients très fidèles parce qu'on a su petit à petit faire évoluer la plateforme, comme je le disais tout à l'heure, et leur apporter des nouveaux services au fur et à mesure. Mais surtout, notre promesse à nous, c'est d'accompagner une marque, quelle qu'elle soit, et de l'aider dans sa visibilité en ligne. C'est-à-dire de s'assurer que ses produits, ses services, ses points de vente, et ainsi de suite, soient réellement justement disponibles simplement qu'on utilise un moteur de recherche, les réseaux sociaux, un système de cartographie, un annuaire, enfin, quel que soit l'outil qu'un consommateur va utiliser,
Nous, on industrialise le process, un, d'extraction de la donnée, et deux, de diffusion de cette donnée auprès de tous les points de contact digitaux qu'on peut utiliser en tant que consommateur. Et dès que ce sont des grosses entreprises, que tu ne peux, enfin, disons, si on parle d'un commerce de proximité ou d'un commerce à petite échelle, une PME avec peu de points de vente, peu d'antennes, etc., peu de salariés, c'est assez simple à la rigueur, même si le degré d'exactitude et le besoin d'exactitude reste le même. Mais disons pour des boîtes où tout change de jour en jour, où il y a des nouvelles données, justement, des nouvelles recrues, de l'ouverture de nouvelles boutiques, que sais-je, enfin des tas de choses. Comment est-ce qu'on fait pour rester à jour et surtout à une époque comme la nôtre où tout va furieusement vite et où rester à la page devient de plus en plus complexe? On a la chance d'avoir un outil qui est l'informatique. Et l'informatique, ça fonctionne bien si on l'alimente bien et si on sait bien l'utiliser. Et c'est ce qu'on sait. Nous, on orchestre en fait tout ça. On sait que cette information existe, même quand elle est mise à jour plusieurs fois par jour. Nous, on est connecté à ces sources de données. On va les mettre à jour automatiquement, ce que nous, on appelle le knowledge graph, qui est un peu notre cerveau, si vous voulez, qui contient toutes les informations en centralisé, parce que ça permet d'avoir une consistance de données, quels que soient les points de contact. Et donc, on va avoir des connecteurs comme ça, partout, qui vont aller chercher l'info en permanence. Et donc, on est toujours à jour. Et on pousse toujours la dernière information. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de décalage entre ce qu'il y a dans les systèmes de l'entreprise et ce que le consommateur peut voir. Donc, quasi fiabilité totale, si je vous écoute, même si on sait que l'IA, malgré son intelligence, n'est jamais fiable à 100%. Il peut toujours y avoir des coquilles. Et vous avez raison. Personne ne fait cette promesse aujourd'hui. Et même les technologies comme la vôtre, les plus poussées et les plus prometteuses, la garantie 100% n'existe pas. Non, la garantie n'existe pas. Par contre, c'est vrai que c'est impressionnant de voir l'évolution des technologies sur les dernières années, parce que là, vraiment, on voit des choses, il y a même ne serait que 3-4 ans. Ce que je vois aujourd'hui, je ne l'aurais pas imaginé il y a 3-4 ans. Donc, on voit que les choses avancent très, 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 très vite sur ce sujet-là. C'est ce que j'allais vous dire justement depuis les débuts de la recherche en ligne, donc je ne sais pas, disons, début des années 90, je crois, quelque chose comme ça, à aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez isoler sans évidemment détailler avec une chronologie, etc. Mais comment est-ce que tout ça a évolué de mieux en mieux finalement? En fait, on est passé d'une recherche en mots-clés, parce qu'à l'époque, il n'y a que ça que les moteurs de recherche comprenaient. Il fallait taper un mot et avec ce mot-là, on cherchait la fréquence et on retrouvait les documents. Et on vous donnait un lien qu'il fallait d'ailleurs cliquer pour aller dans ce document et le lire. Donc, on ne vous donnait pas de réponse directe, en fait. Jusqu'à aujourd'hui, où maintenant, on a des réponses directes. Quand vous tapez une question sur Google, vous avez une réponse directe. Et cette réponse, en plus, elle est contextualisée. C'est-à-dire que si vous demandez à un magasin, il va vous mettre une petite carte avec les 3 magasins qui marchent bien. Si vous demandez une recette, il va vous envoyer 10 étapes pour faire la recette. Donc, il vous envoie en fait non seulement la réponse, mais il vous l'envoie contextualisé dans le meilleur, je dirais, contexte possible à ce niveau-là. Ce qui a évolué, c'est qu'on est passé d'une recherche par mots-clés à une recherche par intention. C'est là où l'IA a fait son apparition, c'est que derrière les mots, on comprend l'intention de recherche. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans les réponses, le plus souvent, vous l'avez un peu décrit, il n'y a pas une réponse, mais des packages finalement avec différentes bonnes réponses, si je puis dire. En fait, il y a la bonne réponse, mais comme on a un fonctionnement un petit peu comme un cerveau humain, on a aussi tout ce qui est connexe à cette réponse directe. Et donc, on sait qu'on va amener autre chose que la réponse uniquement, on va amener tout son monde avec. Et donc, peut-être qu'on va trouver d'ailleurs d'autres fils qu'on va commencer à tirer. C'est ce qui fait qu'on passe des heures sur Internet, parce qu'on passe d'un endroit à un autre. Et puis voilà, on peut se laisser embarquer dans ce genre de navigation. Comment est-ce qu'on fait, Jimmy Barins, pour rester, respectueux dans un univers où on parle beaucoup de big data, beaucoup de données personnelles, de vie privée, finalement. Donc, comment est-ce que cette technologie et ces progrès peut progresser justement sans empiéter sur la vie personnelle des gens et sans finalement, voilà, vous voyez dans quel travers je veux vous amener. Oui, C'est une équation assez complexe à résoudre et plus il y a de data, plus il y a de progrès et d'innovation, plus c'est compliqué à résoudre. Alors, c'est une vraie bonne question. On l'a vu récemment, un mot technique très vite, mais la disparition du cookie, le first party cookie, on en parle régulièrement. Et justement, c'est cette intention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'arrive à comprendre l'intention derrière une question, en fait, ce message, cette question est porteuse d'informations. C'est-à-dire que si je dis je cherche un sac noir en cuir vegan pour mon épouse,
Je donne beaucoup d'informations en fait au moteur de recherche. C'est que je suis en phase d'achat manifestement pour un cadeau, donc on peut imaginer un certain scénario. Ça, cuir vegan, ça me donne déjà des informations sur mon orientation et ce que je cherche voilà, à faire vis-à-vis de la planète. Enfin bon. Et en fait, on a énormément d'informations qui sont portées elles-mêmes par la question. Et ça, c'est des D'accord. informations qui sont données par l'utilisateur de façon proactive. Et puis, de plus en plus, les utilisateurs, les consommateurs acceptent en opt-in d'accepter d'être suivis ou pas sur les marques en lesquelles ils ont confiance. Donc voilà, on Hmm. va mélanger tout ça. Mais effectivement, aujourd'hui, il faut se soustraire de cette cocaïne du cookie first et du cookie tiers surtout qu'on avait jusqu'à maintenant. Jimmy Barras, dernière question. Votre CEO, Howard Lerman, qui a installé d'ailleurs des bureaux à Paris, des vrais bureaux physiques, un vrai immeuble, etc., très récemment, a justement souligné l'importance pour lui, a fortiori lorsqu'on s'installe dans un nouveau pays, d'avoir un siège social, des bureaux physiques, alors que, vous l'avez bien décrit, Yext n'est pas une entreprise où, a priori, il s'agit de se voir tout le temps. Enfin, vous êtes une entreprise digitale, de logiciels, d'informatique, etc. Donc, il y a énormément d'entreprises de logiciels et d'informatique aujourd'hui qui disent que bon, bah, le bureau, c'est plus essentiel, un ordinateur, ça fait très bien l'affaire, etc., etc. Votre CEO, lui, fait le pari inverse. Est-ce que vous comprenez ce propos? Vous le soutenez, j'imagine. Qu'est-ce que vous en pensez du bureau physique et a fortiori pour des boîtes du digital? Est-ce que ça a toute son importance? Ça peut paraître paradoxal, mais peut-être ça ne l'est pas du tout. Non, je ne pense pas que ça le soit en fait. Je pense qu'en fait, il y a ce qu'on fait, un produit, le produit est digital, mais ça reste un. On vend du cerveau, on vend de l'humain. Et donc, pour pouvoir discuter, échanger, brainstormer, il faut être ensemble. Et c'est vrai qu'on a été obligé de faire du Zoom et du Teams et tout ça, tous. Hmm. Mais la qualité relationnelle humaine qu'on va avoir à être ensemble et à créer du lien social va amener à une expérience et donc à une qualité de production bien meilleure. Et c'était l'esprit de notre CEO, c'est que lui, son mot-clé, c'est l'expérience. Et que ça soit Hmm. l'expérience consommateur, l'expérience client, mais l'expérience de ses employés ou l'expérience de ses partenaires. Et donc pour lui, avoir un bureau, bah, c'est créer un cocon, un endroit où on va avoir la meilleure expérience possible pour travailler. C'est dans cet esprit-là qu'il a construit en fait cette démarche. Jimmy Barras, vice-président de Yext, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À vous aussi, merci beaucoup.